Bonjour. Non, pas de reprise des lectures comme pendant le confinement, mais j'ai pensé vous souhaiter une bonne fête des mères à ma façon. Je vais donc vous lire deux passages d'un roman très connu, l'un qui se situe au début du livre et l'autre à la fin. Ce fut à 13 ans, je crois, que j'eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J'étais alors élève de quatrième au lycée de Nice, et ma mère avait, à l'hôtel Negresco, une de ces vitrines de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient. Chaque écharpe, chaque ceinture ou chemisette vendue lui rapportait 10% de commission. Parfois, elle pratiquait une petite hausse illicite des prix et mettait la différence dans sa poche. Toute la journée, elle guettait les clients éventuels, fumant nerveusement d'innombrables gauloises, car notre pain quotidien dépendait alors entièrement de ce commerce incertain. Depuis 13 ans déjà, seule, sans mari, sans amant, elle luttait ainsi courageusement afin de gagner chaque mois ce qu'il nous fallait pour vivre, pour payer le beurre, les souliers, le loyer, les vêtements, le beefsteak de midi. Ce beefsteak qu'elle plaçait chaque jour devant moi, dans l'assiette, un peu solennellement, comme le signe même de sa victoire sur l'adversité. Je revenais du lycée et m'attablais devant le plat. Ma mère, debout, me regardait manger avec cet air apaisé des chiennes qui allaitent leurs petits. Elle refusait d'y toucher elle-même et m'assurait qu'elle n'aimait que les légumes et que la viande et les graisses lui étaient strictement défendues. Un jour, quittant la table, j'allai à la cuisine boire un verre d'eau. Ma mère était assise sur un tabouret. Elle tenait sur ses genoux la poêle à frire où mon beefsteak avait cuit. Elle en essuyait soigneusement le fond graisseux avec des morceaux de pain qu'elle mangeait ensuite avidement. Et malgré son geste rapide pour dissimuler la poêle sous la serviette, je sus soudain, dans un éclair, toute la vérité sur les motifs réels de son régime végétarien. Je demeurai là un moment, immobile, pétrifié, regardant avec horreur la poêle mal cachée sous la serviette et le sourire inquiet, coupable de ma mère. Puis j'éclatai en sanglots et m'enfuis. Au bout de l'avenue Shakespeare où nous habitions alors, il y avait un remblai presque vertical qui dominait le chemin de fer, et c'est là que je courus me cacher. L'idée de me jeter sous un train et de me dérober ainsi à ma honte et à mon impuissance me passa par la tête. Mais presque aussitôt, une farouche résolution de redresser le monde et de le déposer un jour aux pieds de ma mère, heureux, juste, digne d'elle, enfin, me mordit au cœur d'une brûlure dont mon sang charria le feu jusqu'à la fin. Le visage enfoui dans mes bras, je me laissai aller à ma peine. Mais les larmes, qui me furent souvent si clémentes, ne m'apportèrent cette fois aucune consolation. Un intolérable sentiment de privation, de dévirilisation, presque d'infirmité s'empara de moi. Au fur et à mesure que je grandissais, ma frustration d'enfant et ma confuse aspiration, loin de s'estomper, grandissaient avec moi et se transformaient peu à peu en un besoin que ni femme ni art ne devait plus jamais suffire à apaiser. J'étais en train de pleurer dans l'herbe lorsque je vis ma mère apparaître en haut du talus. Je ne sais comment elle avait découvert l'endroit. Personne n'y venait jamais. Je la vis se baisser pour passer sous les fils de fer, puis descendre vers moi, ses cheveux gris pleins de lumière et de ciel. Elle vint s'asseoir à côté de moi, son éternelle gauloise à la main. « Ne pleure pas. Laisse-moi. Ne pleure pas, je te demande pardon. Tu es un homme maintenant. Je t'ai fait de la peine. Laisse-moi, je te dis. » Un train passa sur la voie. Il me parut soudain que c'était mon chagrin qui faisait tout ce fracas. Je ne recommencerai plus. Je me calmai un peu,
Nous étions assis sur le remblai, tous les deux, les bras sur les genoux, regardant de l'autre côté. Il y avait une chèvre attachée à un arbre, un mimosa. Le mimosa était en fleurs, le ciel était très bleu et le soleil faisait de son mieux. Je pensai soudain que le monde donnait bien le change. C'est ma première pensée d'adulte dont je me souvienne. Ma mère me tendit le paquet de gauloises. Tu veux une cigarette? Non. Elle essayait de me traiter en homme. Peut-être était-elle pressée. Elle avait 51 ans, un âge difficile lorsqu'on n'a qu'un enfant pour tout soutien dans la vie. À l'hôtel Pension Mermont, où je fis arrêter la Jeep, il n'y avait personne pour m'accueillir. On y avait vaguement entendu parler de ma mère, mais on ne la connaissait pas. Mes amis étaient dispersés, il me fallut alors plusieurs heures pour connaître la vérité. Ma mère était morte 3 ans et demi auparavant, quelques mois après mon départ pour l'Angleterre. Mais elle savait bien que je ne pouvais pas tenir debout sans me sentir soutenu par elle, et elle avait pris ses précautions. Au cours des derniers jours qui avaient précédé sa mort, elle avait écrit près de 250 lettres qu'elle avait fait parvenir à mon ami en Suisse. Je ne devais pas savoir. Les lettres devaient m'être expédiées régulièrement. C'était cela, sans doute, qu'elle combinait avec amour lorsque j'avais saisi cette expression de ruse dans son regard à la clinique Saint-Antoine où j'étais venu la voir pour la dernière fois. Je continuais donc à recevoir de ma mère la force et le courage qu'il me fallait pour persévérer alors qu'elle était morte depuis plus de 3 ans. Le cordon ombilical avait continué à fonctionner. C'est fini. La plage de Bixur est vide sur 100 kilomètres. Mais lorsque je lève parfois la tête, je vois des phoques sur l'un des 2 rochers devant moi, et sur l'autre des milliers de cormorans, de mouettes et de pélicans, et parfois aussi le jet d'eau des baleines qui passent au large. Et lorsque je reste ainsi 1 heure ou 2 immobile sur le sable, un vautour se met à tourner lentement au-dessus de moi. Il y a bien des années maintenant que ma chute s'est accomplie, et il me semble que c'est ici, sur les rochers de la plage de Bixur, que je suis tombé, et que voilà une éternité que j'écoute et essaye de comprendre le murmure de l'océan. Je n'ai pas été vaincu loyalement. J'ai les cheveux grisonnants à présent, mais ils me cachent mal, et je n'ai pas vraiment vieilli, bien que je doive approcher maintenant de mes 8 ans. Je ne voudrais surtout pas que l'on s'imagine que j'attache à tout cela trop d'importance. Je refuse de donner à ma chute une signification universelle. Et si le flambeau m'a été arraché des mains, je souris d'espoir et d'anticipation en pensant à toutes les mains qui sont prêtes à le saisir et à toutes nos forces cachées, latentes, naissantes, futures, qui n'ont pas encore donné. Je ne tire de ma fin aucune leçon, aucune résignation. Je n'ai renoncé qu'à moi-même, et il n'y a vraiment pas grand mal à cela. Sans doute ai-je manqué de fraternité, sans doute n'est-il pas permis d'aimer un seul être, fût-il votre mère, à ce point. Mon erreur a été de croire aux victoires individuelles. Aujourd'hui que je n'existe plus, tout m'a été rendu. Les hommes, les peuples, toutes nos légions me sont devenus alliés. Je ne parviens pas à épouser leurs querelles intestines et demeure tourné vers l'extérieur, au pied du ciel, comme une sentinelle oubliée. Je continue à me voir dans toutes les créatures vivantes et maltraitées, et je suis devenu entièrement inapte au combat fratricide. Il m'arrive même d'être encore heureux, comme ici ce soir étendu sur la plage de Bixur, dans le crépuscule gris et vaporeux, alors que le cri lointain des phoques me parvient des rochers et qu'il me suffit de lever à peine la tête pour voir l'océan.
Je l'écoute très attentivement et j'ai toujours l'impression que je suis sur le point de comprendre ce qu'il cherche à me confier, que je vais enfin briser le code et que le murmure insistant, incessant du ressac essaye presque avec véhémence de me dire quelque chose, de me donner une explication. Parfois aussi, je cesse d'écouter et je reste simplement couché là, à respirer. C'est un repos bien gagné. J'ai vraiment fait de mon mieux tout ce que j'ai pu. Je n'ai pas démérité, j'ai tenu ma promesse et je continue. J'ai servi la France de tout mon cœur, puisque c'est tout ce qui me reste de ma mère, à part une petite photo d'identité. J'écris aussi des livres, j'ai fait carrière et je m'habille à Londres. Une fois, par exemple, à Los Angeles, où j'étais alors consul général de France, ce qui impose évidemment certaines obligations. En entrant un matin dans le salon, j'ai trouvé un oiseau-mouche qui était venu là en toute confiance, sachant que c'était ma maison, mais qu'un coup de vent, en fermant la porte, avait emprisonné entre les murs pendant toute la nuit. Il était assis sur un coussin minuscule et frappé d'incompréhension, peut-être désespéré et perdant courage. Et il était en train de pleurer d'une des voix les plus tristes qu'il me fût jamais donné d'entendre, car on n'entend jamais sa propre voix. J'ai ouvert la fenêtre et il s'est envolé, et j'ai rarement été plus heureux qu'à ce moment-là, et j'ai eu la conviction de ne pas avoir vécu en vain. Je raconte ceci simplement pour prouver que j'ai vraiment fait de mon mieux, ainsi que je l'ai dit. Je ne suis jamais devenu cynique ou même pessimiste, au contraire. J'ai souvent de grands moments d'espoir et d'anticipation. En 1951, dans le désert du Nouveau-Mexique, alors que j'étais assis sur un roc de lave, deux petits lézards, tout blancs, grimpèrent sur moi. Ils m'explorèrent en tous sens avec une assurance complète et sans la moindre frayeur. Et l'un d'eux, après avoir appuyé tranquillement ses pattes de devant contre mon visage, approcha son museau de mon oreille et resta là un bon moment. On peut imaginer avec quel bouleversement, avec quel espoir, avec quelle fervente anticipation je demeurais là, attendant. Mais il ne dit rien, ou en tout cas, je n'entendis rien. Il est tout de même étrange de penser que l'homme, quant à lui, est entièrement visible, entièrement révélé à ses amis. Je ne voudrais pas non plus qu'on s'imagine que j'attends encore un message ou une explication. Tel n'est pas le cas. D'ailleurs, je ne crois pas à la réincarnation ni à aucune de ces naïvetés. Mais j'avoue que je n'ai pas pu m'empêcher d'espérer quelque chose l'espace d'un moment. J'ai été assez malade après la guerre parce que je ne pouvais marcher sur une fourmi ou voir un hanneton dans l'eau, et finalement j'ai écrit tout un gros livre pour réclamer que l'homme prenne la protection de la nature dans ses mains. Je ne sais pas ce que je vois au juste dans les yeux des bêtes, mais leur regard a une sorte d'interpellation muette, d'incompréhension, de question qui me rappelle quelque chose et me bouleverse complètement. Je n'ai d'ailleurs pas de bête chez moi, parce que je m'attache très facilement, et tout compte fait, je préfère m'attacher à l'océan qui ne meurt pas vite. Mes mains prétendent que j'ai parfois l'étrange habitude, mes amis prétendent que j'ai parfois l'étrange habitude de m'arrêter dans la rue, de lever les yeux à la lumière et de rester ainsi un bon moment, en prenant un air avantageux, comme si je cherchais encore à plaire à quelqu'un. Voilà. Il va falloir bientôt quitter le rivage où je suis couché depuis si longtemps, en écoutant la mer. Il y aura un peu de brume ce soir sur Big Sur, et il va faire frais. Et je n'ai jamais appris à allumer le feu et à me chauffer moi-même. Je vais essayer de demeurer là encore un moment, à écouter, parce que j'ai toujours l'impression que je suis sur le point de comprendre ce que l'océan me dit. Je ferme les yeux, je souris et j'écoute. Il me reste encore de ces curiosités.
plus le rivage est désert, et plus il me paraît toujours peuplé. Les phoques se sont tus sur les rochers, et je reste là, les yeux fermés, en souriant. Et je m'imagine que l'un d'eux va s'approcher tout doucement de moi, et que je vais soudain sentir, contre ma joue ou dans le creux de l'épaule, un museau affectueux. J'ai vécu. Romain Gary, La promesse de l'aube. Bonne fête à toutes les mamans. Prenez soin d'elles. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci. Bon dimanche.